Alors, l'onde ou la perturbation se propage, ce qui veut dire qu'il met un certain temps pour aller d'un point, par exemple S, à un point S' séparé par cette distance D. Donc ça, c'est juste un exemple. Donc, bien sûr, la perturbation commence de la source, supposons qu'elle était au début ici. Donc, elle se propage jusqu'à l'arrivée donc, à ce point S'. Et donc, elle arrive à ce point-là, à T2, qui est égal à 5 millisecondes. Donc, s'il continue de se propager, donc c'est ce point qui va se mettre au mouvement, ce point-là. Donc, ce point-là, il s'appelle le front d'onde. Le front d'onde. Donc, ici, donc, bien sûr, puisque l'onde elle se propage de ce point S vers le point S', ça veut dire qu'il a une vitesse. Et dans le cas des ondes, on parle de célérité. Donc, on utilise le mot célérité au lieu de vitesse car il n'y a pas de transport de matière par opposition donc, à un corps matériel massif. Nous avons déjà défini donc l'onde mécanique progressive. Nous avons dit que ce qui est transporté lors de cette propagation, c'est l'énergie et non pas la matière. Donc, dans ce cas, au lieu d'utiliser donc la vitesse, on utilise le mot célérité. C'est la vitesse de propagation. Donc, la célérité d'une onde, c'est la valeur de sa vitesse de propagation. Autrement dit, c'est le rapport entre la distance de propagation, donc c'est cette distance de propagation, et la durée delta t pour parcourir cette distance. Autrement dit, c'est la distance parcourue, donc le symbole c'est V, petit v, donc c'est la distance parcourue par la perturbation, par l'onde, divisée par la durée nécessaire pour parcourir cette distance. Donc pour les unités, donc, comme d'habitude, la vitesse est toujours en mètres par seconde dans le système international. La distance, c'est en mètres. Et la durée, donc le temps, c'est en secondes. Prenons cet exemple de cette figure ici. Dans ce schéma, l'onde se propage à partir de la source S à T1 égale à 0 secondes. Il arrive au point S' à T2 égale à 5 millisecondes. Et supposons par exemple que le petit carré ici représente 5 mm de distance. Ça veut dire que la distance entre S et S', c'est 5, 10, 15, 20, 25, 30. Donc c'est 30 mm entre S et S'. Et appliquons la formule de la célérité, V égale à D sur delta T. Donc comme j'ai dit, D c'est 30 mm. Donc pour la convertir en mètres, on doit multiplier par 10 à la puissance moins 3. Pour delta T, donc c'est T2 moins T1, c'est 5 millisecondes. Et bien sûr, il faut la convertir en secondes en multipliant par 10 à la puissance moins 3 aussi. Donc ça donne 30 sur 5 qui est 6 mètres par seconde. Donc ça, c'est juste un exemple de comment calculer la vitesse de propagation d'une onde mécanique progressive. Donc passons pour décrire une autre propriété des ondes, c'est le retard temporel, ce qu'on appelle aussi le retard de la perturbation. Donc prenons l'exemple d'une onde qui se propage avec la célérité V dans un milieu unidimensionnel, comme la propagation le long d'une corde par exemple, sans amortissement. Sans amortissement, ça veut dire tout simplement que l'amplitude de cette perturbation, elle ne change pas. Donc, elle va toujours rester donc, la même amplitude. Une perturbation créée en un point source S, elle atteint ce point M là à T, donc à l'instant T. À un instant ultérieur T', la perturbation atteint ce point-là M'. Ça veut dire que la perturbation progresse de M vers M'
et que le mouvement de ce point M', il reproduit exactement le mouvement du point M. Puisque donc l'amplitude ne change pas, ça veut dire que on aura toujours la même perturbation. Et le point M' ici, il reproduit le mouvement du point M ici. Mais il reproduit donc le mouvement de M avec un décalage dans le temps. Parce que donc ici, de T vers T', donc il y a un décalage de temps. Et ce décalage de temps entre T et T', c'est ce qu'on appelle le retard temporel, ou le retard de la perturbation. Donc ce retard temporel, il est noté par cette lettre grecque tau, est exprimé par la relation que vous voyez ici. Donc cette relation à retenir. Tau égale à M', c'est une distance, divisée par la vitesse, donc disons la célérité V. Donc pour bien sûr les unités, c'est comme d'habitude, V c'est en mètres par seconde dans le système international. M', c'est une distance, donc c'est en mètres. Tandis que tau, c'est une durée, donc c'est en secondes. Alors, donc, le retard tau, c'est la durée nécessaire à l'onde progressive pour parcourir la distance D entre deux points, M et M', du milieu de propagation. Donc ici, la durée qui se passe entre T et T', c'est T' moins T. Donc ça, c'est tau. Ça, c'est le décalage entre T et T'. Bien sûr, à partir de ça, on peut dire que le temps ultérieur T' est égal à T plus ce décalage tau. Et on peut déduire à partir de cette formule la vitesse de l'onde. Bien sûr, pendant la durée tau, la perturbation a parcouru cette distance M', et donc l'onde se propage à la célérité, donc V de l'onde, la célérité, est égale à donc, cette distance M' divisée par la durée tau. Donc la seule différence ici, c'est que on calcule, si on veut calculer donc, la célérité pendant ce décalage temporel, donc c'est cette formule-là, donc dans le cas général, c'est cette formule-là. Passons maintenant pour décrire cette notion d'élongation, ou ce qu'on appelle aussi l'écart par rapport au repos. Donc on repère un point d'une onde, on repère, ça veut dire on détermine la position de ce point-là en utilisant une grandeur qui s'appelle élongation. Donc dans cette figure-là que vous voyez ici, le point M, il s'élève au passage de la perturbation, au passage de l'onde. Il s'élève donc d'une distance donnée par l'ordonnée ym qui représente l'élongation. C'est-à-dire, donc c'est l'écart du point M par rapport à sa position au repos. Ça veut dire, donc, avant le passage de la perturbation, le point M était ici. Donc, au passage de la perturbation, il s'élève pour être ici. Donc, cette distance-là parcourue par le point M, donc au passage de la perturbation, c'est ce qu'on appelle l'élongation. Bien sûr, puisque c'est une distance, l'unité, c'est le mètre. Elle est notée, donc, on la note par l'ordonnée ym. On peut écrire donc l'élongation de ce point M par rapport à l'élongation du point S, le point source, par donc cette formule-là. Donc l'élongation du point M à l'instant t, ça veut dire ici, est égale à l'élongation du point S à t moins tau. Avec tau, c'est le retard temporel que nous venons juste de voir. Donc c'est le retard entre, donc c'est le retard de l'onde entre S et M. C'est-à-dire que tau, c'est la durée que fait l'onde pour passer de S à M. Donc cette formule-là à retenir. Notez bien que l'élongation du point M à l'instant T' maintenant, qu'on note donc ici le point par M'. Donc l'élongation ici est identique à celle qu'avait le point M à l'instant T. Ça veut dire que cette distance-là, l'élongation, est égale à l'élongation ici. Et on représente ça par cette formule-là. Donc l'élongation au point M à l'instant T égale à l'élongation du point M' à l'instant T'. Et si on veut encore donc écrire ça en fonction du retard temporel, c'est-à-dire en fonction de tau, donc on peut écrire l'élongation
du point M à l'instant t en fonction de taux, en remplaçant t' par, donc, en utilisant cette formule-là. Donc, l'élongation du point M à l'instant t est égale l'élongation du point M' à l'instant, donc je vais remplacer t' ici par, donc t' est égal à taux plus t. Donc, c'est taux plus t. Donc, la même chose, je peux écrire l'élongation du point M' à l'instant t' en fonction de taux, en remplaçant t ici par, donc t est égal à t' moins taux. Donc, est égal, donc ym à l'instant, donc je vais remplacer t par t' moins taux. Donc, maintenant, ça dépend de l'exercice. Si on veut écrire l'élongation du point M en fonction de l'élongation au point source, donc vous utilisez cette formule-là. Si vous voulez donc écrire l'élongation du point M en fonction de taux, vous utilisez cette formule-là. Et si vous voulez utiliser donc l'élongation du point M' à l'instant t' en fonction de taux, on utilise cette formule-là. Donc ça dépend des données de l'exercice et on va voir donc quelques applications de ces formules-là. Passons maintenant à la dernière partie de ce cours-là, donc les facteurs influençant la célérité de propagation. Donc pour un milieu homogène, c'est un milieu qui a la même composition et les mêmes caractéristiques en tout point. Ça veut dire qu'on ne peut pas distinguer entre les points de ce milieu-là. Donc pour un milieu homogène, la célérité d'une onde est constante, elle est aussi indépendante de la forme de la perturbation. Mais elle dépend de la nature du milieu. Ça veut dire que la nature du milieu, elle influence la vitesse de propagation, la célérité de propagation. Donc, lorsqu'on parle de la nature du milieu, on parle donc par exemple, l'élasticité, la rigidité, la densité et la température. Donc, on va prendre deux exemples. Commençons par l'influence de l'inertie d'un milieu. C'est quoi d'abord l'inertie d'un milieu? Donc, l'inertie d'un milieu, c'est sa capacité de s'opposer au mouvement. Donc, on dit aussi que l'inertie d'un milieu, c'est la résistance que ce milieu oppose lorsqu'on cherche à le mettre en mouvement. Par exemple, il est plus facile de mettre en mouvement un corps qui pèse 1 kg qu'un corps qui pèse donc 10 kg. Alors, le corps donc de 10 kg, on dit qu'il présente plus d'inertie au mouvement que le corps d'1 kg. D'accord? Donc, l'inertie d'un corps est caractérisée par sa masse. Donc, la masse est une propriété importante lorsqu'on parle de l'inertie d'un milieu. Donc, pour comprendre, on va prendre l'exemple de deux cordes de masse différentes. Donc, la première corde avec une masse est égale à 100 grammes et la deuxième corde avec une masse est égale à 500 grammes. Mais donc, les deux cordes, elles ont la même longueur. Donc, L est égale à 1 mètre. L'inertie d'une corde est représentée par sa masse linéique. Donc, ça, c'est connu. Donc, la masse linéique, c'est la masse par unité de longueur. Donc, par exemple, on va prendre donc la première corde. La masse linéique pour la première corde. Donc, la masse linéique est notée par la lettre mu. Donc, je vais noter mu1 pour dire donc la première corde. Mu1, c'est égal à la masse divisé par la longueur. Comme j'ai dit, donc c'est la masse par unité de longueur. La masse par unité de longueur. Donc, la masse ici, dans ce cas, c'est 100 grammes. Donc, on doit donc convertir le gramme en kilogramme en multipliant par 10 à la puissance moins 3. La longueur, donc, c'est 1 mètre.
Donc ça donne finalement 0,1 kg par mètre. Pour donc la deuxième corde, mu2, donc la masse linéique, donc c'est la masse divisée par... Donc je vais noter ici M1 et c'est M2 pour dire qu'ils sont différentes. Donc M1 et M2. Donc divisé par L. Donc L est la même pour les deux cordes. Donc M2 c'est 500 grammes. Donc c'est 500 fois 10 à la puissance moins 3 pour la convertir en kilogrammes divisé par 1. Donc ça donne 0,5 kg par mètre. Donc ici, puisque mu2, la masse linéique pour la deuxième corde qui a une masse très importante, la deuxième corde, elle va présenter donc une résistance aux propagations de l'onde plus que l'onde dans le cas de la première corde. Donc je vais écrire ça. Donc, puisque la deuxième corde va présenter une résistance aux propagations de l'onde plus que l'onde dans le cas de la première corde, ça veut dire que la vitesse dans la deuxième corde, la vitesse de propagation de l'onde, ça veut dire la célérité, donc elle doit être plus faible dans la deuxième corde que dans la première corde. Donc c'est ce que j'ai écrit ici pour la célérité. Elle est plus faible pour la masse linéique la plus grande. C'est-à-dire, elle est plus faible dans la deuxième corde que dans la première corde. Donc, pour résumer, on conclut que plus la masse linéique augmente, la célérité diminue. Donc ici, la masse linéique est grande, et donc la vitesse ici, dans ce cas, est plus faible que dans le premier cas. Passons à une autre caractéristique des milieux qui peut influencer la célérité. Donc, c'est la rigidité. La rigidité d'un corps est sa capacité de s'opposer à la déformation. Donc, c'est sa résistance à la déformation. Et un milieu, il est rigide, ça veut dire qu'il est difficile à déformer. Donc, plus qu'un milieu est rigide, plus la célérité est grande. Ça, c'est quelque chose à retenir. Plus le milieu est rigide, plus la célérité est grande. Par exemple, le son a une célérité V est égale à 340 mètres par seconde dans l'air. Tandis que dans ça doit être l'eau. Tandis que dans l'eau, la célérité du son est V, donc est égale à 1500 mètres par seconde. Ceci donc est dû au fait que les particules dans l'eau sont plus rapprochées. Donc l'eau c'est un liquide, donc les particules sont plus rapprochées que dans les gaz. Donc l'onde sonore se déplace de proche en proche dans l'eau. Et on sait que dans le cas des solides, les particules sont même plus rapprochées que dans les liquides. Donc ça, c'est une propriété qu'on peut lier à la densité. La densité des particules dans les solides est plus grande que la densité des particules dans les liquides et la densité des liquides, des particules dans les liquides est plus grande que la densité dans les gaz. Et donc, pour l'onde sonore, la célérité augmente avec la densité du milieu de propagation. Donc la vitesse dans les solides, la célérité dans les solides est plus grande que la célérité dans les liquides, qui est plus grande de la célérité dans les gaz. Donc la densité, c'est une autre propriété qui peut influencer la célérité de l'onde. Donc voici un tableau qui résume la célérité du son dans l'air, dans l'eau et dans l'acier. Donc l'acier c'est un solide, l'eau c'est un liquide, l'air c'est un gaz. Et donc vous voyez que la célérité du son est plus grande dans les solides, qui est plus grande que celle dans les liquides, et donc est plus grande bien sûr que celle dans l'air, dans les gaz. Donc finissons par quelques remarques. Dans un gaz, plus les particules du milieu sont légères, plus la célérité est grande. Donc les particules dans
par exemple dans le gaz de hélium, elles sont plus légères que les particules dans l'air. Donc l'air est un peu complexe par rapport à l'hélium. Et donc la vitesse du son dans le hélium est plus grande que la vitesse du son dans l'air. Également pour les gaz, la célérité du son augmente avec la température du milieu. Donc la température, c'est une autre propriété du milieu qui peut affecter donc, la célérité. Donc plus la température du milieu augmente, plus la célérité augmente. Donc ça, c'est aussi donc quelque chose à retenir. Et finalement, donc la célérité d'une onde sur la surface de l'eau est donnée par cette formule. Donc V égale à racine de G fois H, avec G représente l'intensité de pesanteur et H donc c'est la profondeur de l'eau. Donc on va voir quelques applications de ces propriétés qui influencent la célérité dans les exercices. Donc je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours utiliser la section des commentaires. Salam alaikum wa rahmatullah.